Ben, c'est une fiction, donc c'est une totalité. C'est-à-dire que je raconte toute l'histoire. Je raconte l'histoire jusque dans les moindres détails. Alors, est-ce que c'est de l'imaginaire, les détails inventés? Dans cette histoire, on peut en douter. C'est plutôt le pays de la logique, l'Autriche. Pas de la logique, des logiciens. Puisque Wittgenstein, qui est le plus grand logicien du XXe siècle, était autrichien. Il n'est pas resté longtemps en Autriche d'ailleurs. Et je pense que là, l'imaginaire, c'est la logique. C'est-à-dire à partir des faits qu'on a, des certitudes qu'on a, essayer de déduire de ces faits tout ce qu'on n'a pas. Et donc il y a les faits qui sont connus de tout le monde, et il y a les faits que j'ai découverts, puisque je suis allé sur place, j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient très proches de cette affaire. J'ai rencontré des gens que personne n'a rencontrés, c'est-à-dire que la presse n'a pas rencontré, qui n'ont pas été présents au procès. Et donc ça m'a permis de découvrir certaines choses, notamment qu'on entendait dans la maison ce qui se passait dans la cave, notamment que la cave était sous la maison, pas dans le jardin. Et à partir de ces faits-là, on peut faire des déductions sur la vie telle qu'elle a pu se dérouler à la fois dans la cave et en haut. En plus, j'ai vu des photos qui n'ont pas été diffusées par la police. Ce sont toutes les photos de la cave avant que la police déshabille la cave, j'allais dire. C'est-à-dire avant qu'elle enlève les meubles, avant qu'elle enlève les décorations, avant qu'elle enlève les appareils de la cuisine, etc. Et de tous ces appareils, de tous ces meubles, des jouets qu'on pouvait trouver dans la cave, on arrive à déduire une vie quotidienne. Une vie quotidienne qui s'est formée au cours de ces 24 années. C'était presque de la Gemütlichkeit, c'était presque du confort. Ben, c'est-à-dire au niveau des appareils culinaires, c'était du dernier cri même, hein, parce que je m'en rappelle. Friesel s'est respecté, quoi. Tout à fait, c'était par exemple, ce qui m'a fasciné, c'est le mixeur Roventa, qui était un robot dernier cri, et qui par ailleurs faisait un bruit d'enfer quand il fonctionnait, plus de 90 décibels. Et la cuisine était extrêmement importante dans cette maison et pour Joseph Fritzl, parce que il ne cesse de parler de la cuisine d'Élisabeth, des gâteaux, des plats, etc. Donc la cuisine était oui, c'était un aspect très important de la vie. Dans mon livre, il y a la même ambiguïté. Ouais. C'est-à-dire on sait, et je le dis, et je le démontre, et je l'affirme, qu'elle est sous la maison, et en fait, elle est en même temps sous le jardin. Alors en réalité, la cave est sous la maison, et s'il pleuvait dans la cave, c'est qu'il y a une cour intérieure dans la maison, et c'est par là que l'eau arrive. Mais il y a quelque chose de très difficile à saisir, même quand on est dans la cave, c'est qu'on accède à cette cave par un labyrinthe, et on n'a pas idée, même en le parcourant, comment ça peut se situer par rapport à l'extérieur. C'est-à-dire que c'est extrêmement étrange. Et quant aux reconstitutions qui ont été données, ben, j'allais dire, vous savez, quand les choses sont trop précises, eh ben, souvent elles sont fausses, parce que aucun journaliste n'a dit... regardez, par exemple, le labyrinthe dont on nous parle, on n'a aucune photo de la police. On n'en a pas. Donc finalement, cet imaginaire qu'on nous donne pour du factuel dans les journaux est vraiment de l'imaginaire. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que l'actualité est imaginaire. Et on s'en aperçoit d'autant plus que ce livre donc, est sorti après des dizaines, des centaines de livres qui sont parus sur cette affaire. Il y a même eu un roman italien et des livres de documents, notamment américains, de tous les pays du monde. Et finalement, sans qu'il y ait aucune réaction. Et ce qui est curieux, c'est que depuis avant la sortie de mon livre, rien qu'avec les articles qui étaient parus dans la presse française, j'allais dire, il y a une sorte de révolution en Autriche par rapport à cette fiction qu'ils n'ont pas encore lue. C'est extrêmement étrange, comme si la fiction arrivait à remuer des choses, à un très faible niveau. On peut penser à la case de l'oncle Tom, qui a eu une influence sur la fin de l'esclavage. Moi, mon désir actuellement, ce serait qu'on change la loi en Autriche, puisqu'elle fait partie de la communauté européenne. C'est une loi qui est complètement contraire à la loi européenne.
c'est la loi sur l'inceste. Un inceste en Autriche, c'est 3 ans de prison, même si c'est un père qui viole son petit qui a 2 ans. Voilà. Et cette loi prouve à quel point on méprise le délit sexuel en Autriche. Ça, c'est extrêmement grave parce que quand les choses sont inscrites dans la loi, quand après cette histoire, rien n'a changé, la loi n'a pas changé, on peut quand même se demander pourquoi il n'y a pas une pression internationale. Qu'est-ce qu'on dirait si en Autriche, à Vienne, les femmes devaient être voilées? Il y aurait un tollé. Il y aurait un tollé, on n'accepterait plus l'Autriche dans les réunions européennes. Ce serait un tollé, ce serait des couvertures tous les jours. Là, ce sont des enfants qui sont violés. En réalité, au commencement était l'inceste. Au commencement de cette histoire, c'est d'abord Joseph Fritzl qui couche, qui abuse de sa fille de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans, de 15 ans à l'extérieur. Alors pourquoi je dis que tout part de cette loi? C'est qu'à partir du moment où un mari ne risque au maximum que 3 ans de prison, ça revient en France à un vol de voiture. Est-ce qu'une femme, une épouse va condamner, va dénoncer son mari pour un vol de voiture? À mon avis, non. Et à partir du moment où on met l'inceste à 3 ans de prison, ça veut dire que c'est une peccadille. Est-ce que pour une peccadille, une épouse va dénoncer son mari? Je ne le crois pas. Donc au départ, s'il y avait une loi beaucoup plus dure, ça permettait de penser que c'est un acte criminel. À partir du moment où c'est un acte criminel, une femme peut dénoncer son mari. Pour un simple vol, une simple escroquerie, elle ne le fera pas. Donc je pense que si cette loi avait été autre, si cette loi avait été pareille à celle qu'on a dans le reste de l'Europe, l'histoire n'aurait peut-être pas eu lieu parce que cet homme aurait été dénoncé. Cet inceste peut-être n'aurait même pas eu lieu par peur, parce que Joseph Fritzl n'est pas un homme courageux. C'est pas quelqu'un, c'est pas un héros. Les batteurs de femmes sont des lâches d'une façon générale. C'est la règle générale. Et donc, à ce moment-là, ça n'aurait pas eu lieu. Toute cette affaire part de l'inceste. On s'est focalisé sur cette cave. On s'est focalisé, mais l'origine de cette histoire a commencé bien avant. Elle a commencé 6 ans plus tôt. Par cet inceste, par cette sexualité. C'est-à-dire que Fritzl a commencé par mettre des revues pornographiques quand sa fille avait 11 ans sous son oreiller. Le viol a suffi. C'est là la base des choses. C'est là où l'Autriche devrait tirer conséquence de cette affaire. Elle n'a tiré aucune conséquence. Je vous rappelle que quand l'affaire a eu lieu, l'Autriche s'est trouvée fort embarrassée parce qu'au terme des lois autrichiennes, Fritzl ne risquait que 8 ans de prison. On a mis sur Fritzl l'esclavagisme. Au terme du droit autrichien, il n'en était pas coupable vu que c'est acheter ou vendre des esclaves. Et le terme d'assassinat, et il n'était pas coupable de ça. Et la Cour le savait, puisque la Cour a dit en même temps que l'enfant mort était mort de sa belle mort, j'allais dire, une mort horrible, mais de sa belle mort, puisqu'il est mort faute de soins au bout de 2 jours. Dans aucun pays, ce n'est un assassinat, c'est même pas un meurtre. Donc c'est en contournant cette loi, en faisant une sorte de déni de droit qui n'a existé nulle part dans le monde, parce que si on condamne quelqu'un faussement, si on commet une erreur judiciaire, c'est que la Cour est convaincue et le dit que cette personne a réellement commis ces crimes, alors que la Cour reconnaît qu'il ne les a pas commis avant que les jurys se retirent. Ça n'a été dit par aucun journaliste. La procureure s'est approchée du jury et a dit, bon, c'est vrai qu'il n'a pas commis le délit d'esclavagisme, mais étant donné la gravité des faits, il faut le condamner aussi pour ça. C'est-à-dire qu'on est dans l'absurdité totale. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que, vu de France, que l'Autriche est un pays germanique. Ça n'a strictement rien à voir. Ça n'est pas un pays germanique. Ce n'est pas un pays de rigueur, bien qu'il soit la patrie de Wittgenstein. C'est pas du tout un pays rigoureux. C'est un pays qui veut arranger les choses. C'est un pays qui ne cherche pas la vérité. Les Autrichiens vous le disent. Nous, on ne cherche pas la vérité. On cherche à ce que les choses s'arrangent. S'arrondissent. Voilà. J'ai vu un avocat qui n'avait rien à voir avec l'affaire, qui m'a dit, moi, quand j'ai une affaire de famille, c'est-à-dire d'inceste, j'essaie que les choses s'arrangent vite,
pour ne pas augmenter le traumatisme. Voilà. C'est-à-dire que c'est ce qu'a fait l'Autriche pour l'affaire Fritzl. Il fallait que ça s'arrange vite. Un procès qui a duré 3 jours et demi. Voilà ce qu'on a eu. Et dont la plus grande part s'est passée à huis clos, c'est-à-dire entre nous. L'Autriche, c'est pas moi qui le dis, parce que moi, on m'a reproché de parler de l'Autriche alors que je ne parlais pas allemand. Mais je sais dire les traductions. C'est exactement ce que disent les auteurs allemands, que ce soit Jelinek ou Thomas Bernhard, etc. Donc c'est une affaire familiale. L'Autriche, c'est un tout petit pays de 7 millions d'habitants. On arrange les choses entre nous. Et comme dans toutes les familles, on se soucie d'une seule chose, c'est qu'est-ce qu'on dit de nous à l'extérieur. Et voilà ce qui se passe avec mon livre, c'est qu'on dit des choses de l'Autriche, et l'Autriche se préoccupe de cet extérieur, de cet écrivain français, qui dit des choses de l'Autriche sans être autrichien. J'ai dit à un journaliste autrichien qui m'avait interviewé par téléphone, je lui ai dit, mais qu'est-ce que ce serait si c'était Jelinek qui avait écrit ce livre? Il m'a dit, oui, mais elle est autrichienne. Je vais être traduit, mais le livre va sortir le 26 septembre, c'est-à-dire en catastrophe. C'est-à-dire que le livre fait 540 pages, ça va être traduit en catastrophe. Et ce qui est une folie pour moi, c'est que le jour où l'éditeur a racheté les droits, il a fait une conférence de presse. Voilà. Voilà. Alors, l'Autriche parle urbi et orbi dans tous les médias de mon livre sans qu'il soit traduit. Et elle a commencé à en parler sans l'avoir entre les mains, puisqu'il n'était pas paru. C'est extrêmement curieux, c'est extrêmement étrange. J'ai été interviewé par la télévision autrichienne. C'est passé à la fois au journal télévisé autrichien du soir et à une émission culturelle en intégralité. Le journaliste parisien, qui est allemand d'ailleurs, enfin qui est le journaliste de la télé autrichienne, qui est chargé de faire les interviews, les reportages à Paris, a été extrêmement surpris, et plus que surpris, il a été abasourdi, parce que donc il a envoyé le reportage en Autriche, et on lui a dit, mais on ne peut plus dire Joseph Fritzl à la télévision. Ça venait de sortir, je pense que c'est sorti à cause du livre. Il faut dire Joseph F. Et donc ma voix a été masquée, et la traduction disait Joseph F. Un autre règlement, c'est qu'on n'a plus le droit de montrer la photo de la maison de Fritzl. Ouais. Donc on la montre floutée maintenant. J'ajouterais que en Autriche, il est donc interdit, sinon on va dire peu recommandé à la télévision de dire Joseph Fritzl, mais on peut toujours dire Adolf Hitler. On ne dit pas Adolf H. Je suis allé 2 fois en Autriche pendant 10 jours. Alors, il se trouve que grâce à celle que j'appelle Nina dans le livre, j'ai vu un grand nombre de personnes, donc des personnes que personne n'a vues, d'autres que la presse avait vaguement interviewées, très peu, et qui, comme c'était après l'affaire, les choses étaient plus calmes, donc j'ai pu les voir. Mais je n'ai pas a priori de jugement sur les Autrichiens, je les connais pas, j'en ai vu pendant 20 jours en fait dans ma vie. Et c'est ça qui est très curieux, c'est d'avoir touché quelque chose de profond sans rien connaître, sans connaître un mot d'allemand. Je connais toujours pas un mot d'allemand. Mais là, moi, ce qui m'a intéressé, c'est donc de faire une totalité, c'est-à-dire de vraiment raconter une histoire. Je sais pas, mais je me demande si je suis pas un peu inspiré par les feuilletonistes du 19e siècle, comme par exemple Ponson du Terrail, c'est-à-dire une sorte d'essayer de raconter vraiment une histoire, de raconter toute l'histoire, de rien laisser dans l'ombre, de raconter l'histoire de tous les personnages, de toutes les péripéties. Parce qu'il y a des péripéties, en fait. C'est une histoire avec des péripéties qui ne sont pas aperçues, qui ne sont pas données, parce qu'en réalité, on s'est focalisé sur cette cave, on s'est focalisé sur l'horreur, on est resté dans le drame. Dans le drame, on ne voit rien. Dans le drame, on ne réfléchit pas. Quelqu'un qui a vécu un drame n'arrive pas à le penser. Je pense que pour essayer de comprendre ce qui s'était passé, il fallait voir à l'extérieur, essayer d'aller dans la cave, mais d'en sortir. Et donc l'éloignement dans le temps par rapport à cette affaire, puisque c'était après le procès, c'est-à-dire pour l'Autriche une éternité, puisqu'on l'avait enterré.
et l'éloignement dans l'espace. Je pense que j'aurais pas du tout eu la même chose si j'avais été même germanophone. Parce que c'était très important de ne pas savoir parler allemand. Parce que donc celle que j'appelle Nina dans le livre traduisait. Mais on m'écoutait pendant que je parlais, pendant que je posais les questions. On m'écoutait et je suis tombé sur plusieurs personnes qui parlaient français. Ils n'avaient pas voulu parler français avec moi, qui préféraient parler allemand. Mais ce qui était bizarre, c'est qu'elles comprenaient mes questions avant. Et pas toujours très bien. Elles les comprenaient, mais comme on comprend une langue étrangère, en se trompant. Et j'avais posé la question à un psychiatre, est-ce que vous pensez que Friesel a eu des relations avec les enfants de sa fille? Et il m'a été répondu, je ne peux rien vous dire sur les relations entre Elisabeth et ses enfants. C'est une question que je n'aurais pas osé poser. Je n'en tire aucune conclusion, simplement c'est un fait. Donc il y a beaucoup de réponses qui m'ont été suggérées, qui m'ont pas été données, et qui ouvrent des horizons. Mais alors, est-ce que ce livre pose problème en Autriche pour cette question de l'affaire Friesel? C'est-à-dire, on pourrait se poser cette question. Alors, il y a des journaux qui ont dit on va être peut-être obligé de rouvrir le dossier. Mais c'est pas ça l'objet du délit. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'avoir parlé du nazisme, ce qui est curieux parce que c'est un pays qui était occupé par les nazis. Il y avait l'Anschluss. Hitler est authentiquement né en Autriche. D'ailleurs, ce qui est un drame pour l'Autriche. Déjà de parler de ça et de parler de la loi sur l'inceste. Alors, comme je disais à celle que j'appelle Nina dans le livre, je lui disais, mais en Autriche, vous n'êtes pas des incestueux, vous n'êtes pas des violeurs. Les députés ne sont pas des incestueux, pas des voleurs, les ministres non plus. Pourquoi vous changez pas la loi? Il vous suffit de 2 heures au Parlement et la loi est changée. Donc, ce que vous me reprochez que je dise, c'est-à-dire que ce n'est que 3 ans de prison, l'inceste en Autriche, vous pouvez le faire en une après-midi, que ce soit 20 ans. Ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est que je ne suis pas autrichien. Et donc, c'est un Français pas germanophone, qui se permet de dire quelque chose que tout le monde sait, une information que tout le monde connaît, qui a été dans la presse internationale. Avant le procès, on nous a donné un texte en allemand et en anglais, où on nous donnait les peines que risquait Friesel par délit. Il y avait marqué inceste, 3 ans de prison. Les gens qui nous regardent peuvent aller sur Wikipédia, l'inceste, 3 ans de prison. Alors pourquoi ne pas changer cette loi? Alors, est-ce qu'il faudra que... Peut-être que Gélinette pourrait le dire, si elle nous écoute, si elle nous regarde. Si Gélinette le dit, peut-être que ça aura un effet. Mais moi, j'aimerais que quiconque que ce soit arrive à faire changer cette loi. Est-ce qu'on ne peut pas interpeller notre président de la République? Est-ce qu'on ne peut pas interpeller nos députés? Est-ce qu'on ne peut pas interpeller le ministre de la Justice, le ministre des Affaires étrangères? Est-ce qu'on ne peut pas interpeller toute la France? Est-ce qu'on ne peut pas interpeller tout le monde? Est-ce que c'est pas beau comme combat? Est-ce que c'est pas bien de sauver des enfants? Est-ce que c'est pas bien de sauver des petits-enfants dont le père, s'il les viole, ne risque que 3 ans de prison? Est-ce que c'est pas un scandale? Est-ce qu'on peut continuer à vivre dans cette Union européenne? On parle beaucoup de l'euro, mais peu me chaud l'euro. Est-ce qu'on peut pas, est-ce qu'on peut continuer à vivre dans un pays où l'inceste, c'est simplement 3 ans de prison? Ne rien dire, c'est répondre oui. Jusqu'à présent, tout le monde répond oui, puisque personne ne dit rien. Le silence, c'est approuver. Et c'est la pire des approbations. C'est l'approbation la plus lâche. C'est ce que tout le monde fait en ce moment. C'est ce que nous faisons tout le monde. Tout le monde le fait. Nous approuvons, nous ne disons rien. Voilà, 3 ans de prison. Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que c'est imaginable? Est-ce que quelqu'un fera quelque chose un jour? Est-ce que c'est pas une nouvelle qu'il faut diffuser partout? Est-ce qu'il ne faut pas essayer que tout le monde le sache en Europe? Nous ne sommes pas autrichiens, mais nous sommes européens. L'Autriche est européenne. Les Autrichiens sont des Européens. Pourquoi cette loi n'est pas changée? Pourquoi personne ne le dit? Pourquoi personne ne le hurle? Pourquoi cette loi n'est pas changée? Pourquoi, alors que tout le monde entier l'a su quand il y a eu cette affaire Friesel, pourquoi aucune conséquence n'en a été tirée, et par l'Autriche, et par nous-mêmes? Personne n'a rien dit. Il faut dire quelque chose. Il faut le faire. C'est un devoir de tout le monde de mettre cette question sur la place publique pour que la loi soit changée.